RFM Midi. RFM Midi. À l'écoute de la radio Futur Média, il est midi, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Risque d'insécurité alimentaire réel au Sénégal, surtout dans le nord du pays. La région de Matam attend des secours avant que le pire n'arrive. Bonne nouvelle, le Sénégal tend vers une croissance de 7,2% et selon le directeur de la prévision et des études économiques, notre économie se porte bien. Moustapha Cissé Lo et ses déclarations qui ont fait l'objet de condamnation par l'UMS. Le député apériste dit n'avoir jamais tenu des propos désobligeants à l'égard des magistrats. En outre, il annonce une plainte contre l'auteur de l'article qui est à l'origine de la sortie de l'Union des magistrats sénégalais. Élection présidentielle de 2019, les enseignants vont choisir leur candidat à l'issue des séances d'audition et la FEDER ne soutiendra que celui qui répondra à ses aspirations. Deuxième jour de visite officielle pour Macky Sall en Gambie. Aujourd'hui, il est prévu le conseil présidentiel sénégalo-gambien entre Dakar et Banjul. La coopération s'est renforcée depuis le départ du président Yahya Jammeh du pouvoir. Explication dans ce journal. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les titres de l'actualité internationale. Au Bénin, le président Patrice Talon très critiqué, surtout après une déclaration faite à Paris. Il a, selon un front de l'opposition, minimisé la grave crise sociale que traverse le pays. Le front pour un sursaut patriotique évoque la faim, le chômage et les difficultés économiques, alors que Patrice Talon a déclaré que tout allait bien. Au Gabon, Ali Bongo Ondimba tape du poing sur la table avec les difficultés dans le système éducatif et c'est le gouvernement qui est accusé de laxisme. Il est appelé à appliquer et vite les réformes pour un meilleur système. À suivre la réaction de la majorité suite à la sortie de l'ancien président Abdoulaye Wade sur l'audit du fichier électoral. La problématique de l'optimisation des ressources humaines dans le domaine de la santé, c'est l'objet du dossier du jour. Les acteurs se prononcent. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres sport. Aliou Cissé à l'école de la CAF, le sélectionneur national des Lions en formation au Maroc depuis hier lundi pour obtenir la licence CAF Pro avant le mondial. Lac de Guiers numéro 2 suspendu pour 12 mois par la commission règlement et discipline du CNG pour ses propos tenus après sa défaite face à Modulo. Quelles conséquences pour le Diato de Guédiawaye? Réponse dans ce 12 heures de Malik Chandoum, spécialiste de la lutte à Sen-TV. La chronique du jour, Papa Sambakan, point de vue sur les risques d'insécurité alimentaire dans certaines zones du Sénégal comme le Nord. Comment faire face à la menace? Point de vue, ce sera aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Matam a senti cette année la mauvaise pluviométrie et déjà la région est menacée par une insécurité alimentaire. Les populations attendent des secours du pouvoir, sinon ce sera la famine. Correspondance Ali Bandelian. Ils ont pourtant très tôt haussé le ton pour faire entendre l'inquiétude suite à une pluviométrie déficitaire, mais il n'y a eu encore que cette unique réaction à travers les bourses de sécurité familiale. Les populations de Matam qui subissent l'insécurité alimentaire sont encore laissées à elles-mêmes. Cheikh Bouyagna est un jeune paysan, il habite Ourossogui. Nous autres paysans de la zone nord avons réellement senti cette année avec la baisse de la pluviométrie que nos récoltes n'ont pas été bonnes et ceci a influé sur la vie des quotidienne des populations. Aujourd'hui, nous avons dans cette zone des familles paysannes sans aucune récolte. Donc, qui dit pas de récolte pour le paysan, dit donc manque vraiment d'alimentation au niveau de ces familles. De cette occasion, nous lançons un appel aux autorités. Cette situation n'épargne pas le bétail. Après 9 jours de tournée dans la zone sylvopastorale du Ferlo, Abdoulaye Diallo, le président de Galé Aïnabé, tire la sonnette d'alarme. Fait majeur cette année, c'est cette ruée des jeunes vers les villes centres telles que Matam, Ourossogui, Kilonye, Kanel. Des conducteurs
conducteurs de charrettes, de motos Jakarta, des manœuvres dans les chantiers de construction. Ils font tout pour secourir les familles qui souffrent encore au village. Ibrahim Abba, d'ITP. Le pouvoir essaie de maquiller les chiffres, mais tout le monde sait que dans la région de Matam, il y a la famine qui guette les populations. Actuellement, la souffrance, elle est là. Vous voyez tous ces jeunes qui sont en train de faire des petits boulots à Ourossogui, à Matam et dans les centres urbains comme Bokidjawe et Kanel. Cela démontre à suffisance qu'ils ont déserté les villages. À l'heure actuelle, les populations de la région de Matam attendent la réaction du gouvernement. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Comment épargner le Sénégal d'une crise alimentaire? Les acteurs agricoles ont la réponse. Pour eux, il faut miser sur l'agroécologie, le consommer local et la souveraineté alimentaire. Les paysans du Sénégal s'étaient réunis à Ngaïmékhé. Ils ont évoqué la question. Correspondant Cheikh Anta Diop. Presque tous les acteurs agricoles du pays s'étaient donné rendez-vous à Ngaïmékhé pour réfléchir sur les dispositions à prendre. L'agroécologie et le consommer local sont les seules alternatives pour sortir le Sénégal d'une crise alimentaire. Fallou Diagne, le président de l'Union des groupements paysans de Ngaïmékhé. Le consommer local, nous, on ne l'a pas inscrit dans la consommation humaine, avec la consommation du bétail, avec la consommation de l'arboriculture. Nous l'avons inscrit dans le domaine de l'environnement agroécologique. La présidente internationale du programme Nous sommes la solution pour sa part a décrié l'attitude des gouvernants à s'arc-bouter sur la dépendance alimentaire qui met en péril le consommer local. Ces organisations ont fait des études poussées sur la valeur nutritive de différents plats nationaux comme le Thieboudion de Ndar, le Mapé et le Ndambé du Cayor, le Nyeleng et le Tcherendimb du Saloum, le Sopukanya et le To du Niani, le Ngourban du Sine, le Ndjourné et le Tchagri Sow du Fouta, mais aussi le Kaldou de la Casamance et d'autres plats nationaux. Il y a une relation dialectique entre l'agriculture, l'alimentation, la santé et l'identité culturelle. Le marché ne peut pas être la valeur suprême de l'humanité, considérant l'alimentation comme une simple marchandise, comme veut nous le faire croire la mondialisation et les échanges commerciaux et internationaux. Toute nation doit produire sa propre alimentation. L'Union des groupements paysans de Ngaïmékhé compte 89 groupements villageois. Ils sont plus de 2000 agriculteurs. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et notez cette embellie économique pour le Sénégal. C'est le cas de le dire si l'on se fie au dire du directeur de la prévision et des études économiques. D'après Serigne Moustapha Sen, de 6,8%, le taux de croissance est passé à 7,2% en 2017. C'est parce que le nombre de secteurs certains secteurs se portent bien. C'est le cas des transports, des télécommunications et du tourisme. En revanche, l'industrie du sucre et du tabac a connu une nette baisse. Voici Serigne Moustapha Sen au micro de Nafissa Toussila. Le taux de croissance initialement prévu à 6,8% s'est positionné au terme des estimations à 7,2%. Ce qui montre que la croissance reprend des couleurs. Ce qui est à l'origine de cette croissance, à la fois du côté de l'offre et de la demande. Du côté de l'offre, c'est-à-dire les secteurs productifs, les secteurs qui font la croissance. Et ces secteurs sont assez robustes. Est-ce qu'ils peuvent faire face au vent contraire de manière à nous permettre de nous positionner encore plus ou moins assez longue sur cette trajectoire de croissance. La construction se porte bien, l'énergie également, les industries chimiques se portent bien. L'agriculture, nous avons enregistré très bonne performance à la faveur justement des efforts qui ont été faits par l'État, un supplément d'efforts de la part du gouvernement. Le transport se porte également bien. Le tourisme également, notamment le tourisme d'affaires, en matière de télécommunications également, secteur financier, ce qui montre que véritablement un ensemble de secteurs sont en train de bien se comporter. Et nous pensons qu'il en sera ainsi à moyen terme. Naturellement, il y a des secteurs qui marquent un peu la page, pour ainsi dire. Dans l'industrie, il y a certains secteurs qui connaissent des difficultés, par exemple au niveau du sucre. Ces difficultés, nous pensons aux conjoncturelles. Dans l'industrie du tabac, il y a quelques difficultés, notamment à cause des politiques des politiques en tout cas plus ou moins draconiennes qui ont été récemment mises en place. Également d'autres secteurs donc, qui ne se comportent pas très bien. Mais le tout est de discuter avec les acteurs, ceux qui font véritablement la croissance, notamment le secteur privé, pour voir comment est-ce qu'ils véritablement donc ressentent ces évolutions-là. Et nous attendons surtout de la part du secteur privé qui fait la richesse des propositions, donc de manière à prendre des décisions appropriées. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Midi 8 minutes, vous suivez le grand journal. Il est midi 8 minutes donc, des centaines d'élèves du lycée Limamoulaye de Guédiawaye ont étalé leur colère et inquiétude ce matin. Ils ont organisé une marche pour s'offusquer des nombreuses grèves des professeurs. Ils ont prévu de remettre un mémorandum aux différents préfets de la banlieue au nom de tous ces élèves du lycée Limamoulaye. Voici Mohamed Faye au micro de Salif Sow.
Les raisons, c'est la grève des professeurs parce qu'on a marre on vient à l'école 2 jours ou une semaine, on fait que 2 cours et on rentre chez eux. Je suis en classe de terminale. Le programme, c'est pour l'instant juste pour les autres matières, mais la moitié des matières, on n'a rien encore fait pour l'instant. Antiquité philo, c'est le 6. Pour l'instant, on n'a fait qu'une seule leçon en philosophie. Nous, il y a les élèves du lycée Seydina Limamoulaye, il y a les élèves du lycée Tcharoy, il y a Banque Islamique, LPA, il y a Pékin S, il y a Canada, il y a Joseph Correa. De la banlieue de Dakar. Oui, tous les lycées et les collèges. Oui. Les enseignants continuent donc de dérouler leur plan d'action et ils comptent faire entendre leurs préoccupations lors de la prochaine élection présidentielle prévue en 2019. Ils envisagent d'auditionner les différents candidats sur leur programme dans le secteur de l'éducation. Selon le coordonnateur de la FEDER, les enseignants vont se mobiliser et s'unir pour soutenir celui qui répondra le mieux à leurs attentes. Dambo Diété, l'invité de la RFM. C'était ce matin. Plusieurs partis qui utilisent donc les voix des enseignants donc dans leur intérêt, mais pas dans l'intérêt du système éducatif. C'est pourquoi aujourd'hui les enseignants vont poser le débat lors des prochaines élections sans parti pris. Demander à tous les candidats qui aspirent à diriger ce pays de venir décliner leurs ambitions pour l'éducation, leurs ambitions pour l'enseignement, leurs ambitions pour le statut de l'enseignant. Maintenant, au sortir donc de ces discussions avec tous les candidats, sans exclusion, maintenant nous allons faire un mémorandum et permettre aux enseignants de faire un choix responsable dans l'intérêt du système éducatif. C'est-à-dire que vous allez donner un mot d'ordre, une consigne de vote après audition des candidats. Effectivement, parce que nous considérons que même si c'est pas de façon claire et nette que nous allons dire aux enseignants, parce que les enseignants sont libres de faire le choix donc qu'ils auront à faire lors des élections, mais nous aurons la possibilité au moins de leur montrer la partie éducation pour chaque programme décliné par les candidats. Donc, si bien que les enseignants auront des éléments objectifs sur lesquels ils vont fonder leur choix. Nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire, on dira aux enseignants, nous avons rencontré tous les candidats qui veulent donc briguer le suffrage des Sénégalais, qui aspirent à diriger le pays. Maintenant, c'est ça qu'ils veulent faire pour l'éducation. Et c'est en fonction de cela, maintenant, que chaque enseignant va se déterminer. En plus bref, plus de 1000 jeunes attendus à la Semaine nationale de la jeunesse. C'est une annonce du ministre de la Jeunesse, Pape Gorguindong, procédé ce matin à l'installation du comité de pilotage de Dakar. L'événement est prévu du 31 mars au 6 avril prochain. Le thème de cette édition, la citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. L'ouverture de la Semaine nationale de la jeunesse aura lieu au stade Alassane Djigo de Pikine. Santé, l'optimisation des ressources humaines pose énormément de problèmes dans les zones rurales ou zones éloignées. Les populations ne cessent de se plaindre du déficit de personnel qui a un impact direct sur l'accès aux soins et leur qualité. Les acteurs se prononcent sur la question. D'après certains spécialistes, il faut une culture du civisme de la part des agents de la santé. Et pour le responsable des ressources humaines au ministère de la Santé, la tutelle met l'accent sur le recrutement dans les régions pour résorber le gap. Un dossier signé à Wambaye. Dakar et Thiès sont les régions les mieux servies en personnel médical. Elles dépassent de loin les autres localités du Sénégal qui vivent un déficit énorme. Dans les régions reculées, par exemple, difficile de trouver des médecins spécialistes ou des infirmiers et sages-femmes en nombre suffisant. Le professeur Daouda Faye, expert en santé publique. Pour lui, il faut beaucoup plus d'engagement. Je pense que c'est très grave que les gens restent au niveau de Dakar et qu'ils ne veulent pas quitter Dakar, etc., alors que dans les régions, les personnes, les gens meurent ou bien les gens ont des difficultés, effectivement, pour faire prendre en charge leur pathologie. Donc, il faut faire appel, à mon avis, au civisme pour que les gens, quand même, puissent aller travailler au niveau des zones reculées. Soukandele Diouf est le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé. Il évoque une stratégie déjà mise en œuvre pour combler les gaps. Nous avons déjà commencé à réfléchir sur comment faire en sorte que les agents acceptent d'aller travailler dans les régions du Sénégal. Depuis 2 ans, nous avons institué ce qu'on appelle ici des engagements pour les médecins boursiers de l'État du Sénégal, engagements qu'ils souscrivent pour dire qu'à la fin de leur spécialisation,
ils acceptent d'aller travailler pour le Sénégal pendant au moins 5 ans dans toutes les régions où le besoin sera identifié. Il y a encore des réticences. Beaucoup de médecins préfèrent à leur sortie rester à Dakar, ce qui n'est pas possible parce que nous avons dit et nous maintenons que l'offre de soins doit être disponible partout sur l'étendue du territoire du Sénégal. Il faut aussi motiver les médecins qui acceptent de servir dans des zones hostiles, selon toujours le professeur Daouda Faye. En essayant de voir quelle prise en charge complémentaire on devrait faire à l'endroit de ces spécialistes qui devaient rejoindre l'intérieur du pays, que le paiement ne soit pas la même chose que le paiement de leurs collègues qui sont à Dakar. Donc, je pense qu'il fallait peut-être une motivation supplémentaire par rapport à ces personnes-là. Le Sénégal ne dispose pas d'assez de médecins rapportés aux besoins de la population générale. Beaucoup de situations viennent grignoter l'effectif actuel des hommes aux blouses blanches. Le ministère de la Santé, les ONG et autres organismes nationaux ou internationaux les recrutent, sans compter le secteur privé qui attire plus que jamais les soignants spécialistes. Diamniadio va accueillir au plus tard en juillet une dizaine de ministères et autres services de l'État. Il s'agit de 3 sphères ministérielles. C'est le plus grand projet immobilier de l'État qui va permettre de réduire sa facture immobilière qui est de 8 milliards de francs CFA. Et à propos du building administratif, il devrait accueillir des ministères de souveraineté comme celui des forces armées à Narocha. Lancé en décembre 2016, la cité ministérielle de Diamniadio devrait bientôt être réceptionnée. Un projet qui fait 4 fois l'actuel building administratif en pleine rénovation depuis 2013. Abdou Karim Fofana est le directeur du patrimoine bâti. C'est le plus grand projet immobilier de l'histoire de l'immobilier public du Sénégal. À Diamniadio, il y a 3 sites qui font 120 000 m². Et ces projets-là vont permettre à l'État du Sénégal de faire passer sa facture immobilière de 16 milliards à 8 milliards en une seule année. Dès le mois de juillet, une quinzaine de ministères et services déconcentrés de l'État devraient y loger. Pour la plupart, des ministères techniques. Comme vous le savez, avant, on avait des ministères qui avaient des cabinets dans le building et hors du building, ils avaient des services techniques, des directions qui étaient un peu éparpillées, qui sont dans plusieurs sites. On va les regrouper par famille d'activités. On va aussi prendre un autre critère, c'est-à-dire les ministères qui ont une activité connexe. Par exemple, pourquoi ne pas regrouper l'agriculture, l'élevage et la pêche dans un même bâtiment ou sur un même site. Rénové à coût de milliards, plus de 30, l'historique building administratif de Dakar ne sera pas jeté en pâture. Au contraire, il va accueillir les ministères régaliens. Le ministère des Forces armées, peut-être, il y a des propositions qui vont être faites, le ministère de la fonction publique. Donc c'est ça la politique immobilière de l'État. Il y a le building administratif et il y a les ministères techniques qui sont éparpillés à Dakar, qui congestionnent Dakar et qui vont être regroupés à Diamniadio. La répartition n'est pas encore clairement définie. Elle fait l'objet de discussions depuis 2 ans, mais le directeur du patrimoine bâti assure que tout sera prêt dans 4 mois. La première sphère ministérielle sera même disponible dès cette fin de mois de mars, la deuxième en juin. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi, Antoine Diouf. Moustapha Cissé Lo répond à l'UMS, l'Union des magistrats sénégalais, qui a sorti un communiqué hier pour condamner les supposés propos désobligeants du député à l'égard des magistrats. Le parlementaire précise n'avoir jamais tenu de tels propos. Il dit avoir juste dénoncé les conditions de détention dans nos prisons. Pour cela, Moustapha Cissé Lo annonce une plainte contre l'auteur de l'article incriminé. Il est joint au Maroc par El Hadj Dioudien. Un certain journaliste qui m'a accompagné lorsque je remettais 10 millions au centre de détention de Diourbel m'a prêté des propos disant que j'ai dénoncé. Et il a titré dans son journal que c'est Moustapha Cissé Lo qui a dit que les magistrats font du n'importe quoi. Je n'ai jamais prononcé de tels propos à l'endroit des magistrats ou de la justice sénégalaise. Ce que j'ai dit, ça y est dans les cassettes, je ne peux pas répéter. Je n'ai jamais parlé de magistrats. Je défie quiconque ou de la justice sénégalaise. Je n'ai pas prononcé un mot sur la magistrature ou la justice sénégalaise. Je défie quiconque. Et je veux qu'une enquête soit ouverte parce que je porte plainte. J'ai appelé hier Maître Khassim Touré. J'étais en vol. Je viens d'être honoré par le Maroc. Je suis reçu ici. Je ne présente pas d'excuses à la magistrature.
Je n'ai pas cité leur nom et je regrette, je suis désolé. S'ils ont quelque chose à faire, ils n'ont qu'à saisir la justice. Qu'est-ce que c'est que ça? Au lieu de dire ce que j'ai fait, ce qu'aucune personne n'a jamais fait dans le Sénégal, j'ai donné mes 10 millions aux détenus qui vivent des périodes difficiles. Moustapha Cissé Lo, donc le directeur de publication du quotidien Source A, qui a publié l'article en question, persiste et signe. Daouda Thiam maintient que Moustapha Cissé Lo a bel et bien tenu les propos relatés. Il est toujours avec El Hadj Ndiogou. Nous n'avons rien inventé. C'était une activité qu'il a faite, qu'on a couverte à sa sortie de la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Nous n'avons pas été les seuls reporters sur place. Ce que nous avons relaté, le journal L'Observateur l'a relaté, le journal Enquête l'a relaté. Nous, le seul tort qu'il puisse nous faire, c'est qu'on a eu à en faire, en fait, un appel à la une, ou bien une seconde une. Moustapha Cissé Lo, la teneur de ses propos se trouve sur actusen.com. Il y a un audio où il tient l'intégralité des discours qu'on a relatés dans Source A. Maintenant, s'il pense que la justice de ce pays lui appartient, il n'a qu'à aller où il veut. Je veux être formel. On n'enlèvera aucune virgule de ce qu'on a écrit. C'est clair, net et précis. En plus bref, le pôle de la majorité réagit à la sortie de Maître Abdoulaye Wade qui a qualifié le rapport sur l'audit du fichier électoral de véritable escroquerie. Ousmane Badiane parle d'exagération. Pour lui, le patron du PDS a tout faux parce qu'ignorant les termes de référence et la méthodologie qui a été utilisée selon le plénipotentiaire de la majorité aux concertations sur le processus électoral. Le rapport des experts de l'UE ne souffre d'aucune incohérence. Ousmane Badiane, ce sera lors de nos prochaines éditions. Du côté du pôle de l'opposition, on ne souhaite pas polémiquer avec l'ancien président. Notre interlocuteur rectifie le leader du PDS également et précise que l'Union européenne n'a rien à voir avec les termes de référence qui ont été déterminés par le pôle de l'opposition. Le président Macky Sall poursuit sa visite de travail en Gambie. Aujourd'hui se tient le conseil présidentiel sénégalo-gambien et comme vous le pouvez l'imaginer, donc le constater, le Sénégal et la Gambie ont renforcé leur coopération depuis le départ du président Yahya Jammeh du pouvoir. Coopération au plan sécuritaire qui est relative aux enjeux de la crise casamançaise et au terrorisme. Dakar et Banjul ont également décidé d'améliorer les relations dans le secteur des transports pour faire face au désenclavement. Voyons tout cela avec Binta Diallo. C'est au lendemain de la première attaque contre le Faso que Banjul et Dakar avaient décidé de renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité. Les deux pays unissent leurs forces par un échange et un partage d'informations pour mieux faire face à la menace du terrorisme dans la sous-région. L'épineuse question de la paix en Casamance est également au cœur des préoccupations sénégalo-gambiennes. Pour un retour définitif de la paix dans la région sud, le président Macky Sall avait tout juste après son investiture démarré son premier déplacement à l'étranger par la Gambie. D'importants accords ont été signés pour le volet Casamance. Le dossier de la Casamance faisant l'objet souvent de tensions entre Banjul et Dakar sous le magistère du président Abdoulaye Wade. Le Sénégal reprochait à la Gambie de permettre aux rebelles du MFDC de faire de son territoire à la frontière une zone de repli. En pleine campagne électorale, le candidat Macky Sall avait promis de faire du dossier Casamance sa priorité une fois au pouvoir. Le trafic de bois en Casamance, également au cœur des enjeux de coopération, les deux chefs d'État s'étaient engagés lors de la visite officielle du président Barroso au Sénégal en mars 2017 de travailler ensemble pour mettre fin à ce trafic illicite. Le désenclavement de la Casamance, de Senghor à Diouf en passant par Abdoulaye Wade, les différents régimes n'ont jamais réussi à en faire une réalité. C'est sous Macky Sall que le projet s'est concrétisé. Les travaux de la Transgambienne ont démarré en 2016. C'est cette année que le pont devrait être livré pour signer une bonne fois pour toutes la fin des blocus. RFM. L'actualité internationale.
Bénin Sornana Tambay, un mouvement de l'opposition dénonce les propos du président lors d'une visite de travail en France. Patrice Talon a minimisé la crise sociale qui prévaut dans son pays selon le Front pour le sursaut patriotique. Selon le FSP, plus les Béninois souffrent, crient et protestent, mieux ça va pour le président. Le Front dénonce une gouvernance dans l'opacité de Patrice Talon, évoquant également les problèmes du pays, chômage, faim, licenciement économique, entreprises en difficulté, etc. Vendredi dernier, le Front pour le sursaut patriotique avait organisé une grande marche de protestation dispersée par la police. Côte d'Ivoire, le RDR et le PDCI toujours pas d'accord à quelques jours des élections sénatoriales. Les leaders Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié veulent bien croire à un parti unifié, le Rassemblement des Oufouettistes. Mais samedi passé, lors de la réunion du PDCI, les militants ont déclaré ne pas être contre l'idée, mais après une alternance à la présidentielle avec un chef d'État issu du parti. La réponse du RDR d'Alassane Ouattara n'a pas tardé. Des responsables considèrent ceux qui propagent les discours anti-RHDP comme des politiciens de salon ou des hommes du passé. De toute façon, les deux leaders ont encore 2 ans avant la présidentielle pour calmer les esprits au sein de leurs partis respectifs. Gabon, le président de la République exige la fin de la crise dans le système éducatif. Ali Bongo Dimba s'est attaqué à ce qu'il appelle un laxisme du gouvernement. Celui-ci n'aurait pas appliqué les réformes initiées pour faire évoluer le secteur de l'éducation. Libreville, la correspondance d'Yves Antonio Ogula. Ali Bongo Ondimba en colère contre son gouvernement. L'école est à la peine et les établissements sont dans un état délabré. Le chef de l'État accuse ses ministres de freiner les réformes qu'il a annoncées il y a 3 mois lors de son discours à la nation. Et je suis au regret de constater, non seulement ce n'a pas été fait, mais qu'en plus, nous avons un certain nombre d'écoles dans ce pays qui n'ont de nom que école, mais qui ne ressemblent à rien du tout à des écoles. Et que nous pourrions qualifier certaines de porcheuses. Et je dis bien porcheuses. Rien n'avance dans le domaine de l'éducation et Ali Bongo Ondimba ne comprend pas pourquoi le gouvernement traîne les pieds et excelle dans l'enrichissement illicite. Je ne vois pas pourquoi, pour pouvoir appliquer la décision qui est la mienne, il faille tout ce temps, alors que nos enfants apprennent dans des conditions extrêmement déplorables. Pour certaines écoles, des enfants en viennent à aller se soulager dans la nature. Alors, l'opération que j'avais ordonnée n'est pas destinée à ce que les uns et les autres puissent s'enrichir, ni que certains d'entre vous puissent enrichir les copains. Ali Bongo Ondimba lance un avertissement au ministre. Si les écoles ne sont pas réhabilitées sous peu, ils seront sévèrement sanctionnés. Yves Antonio Ogula, Libreville, RFM. Nous reparlons des Rohingyas avec ces nouvelles révélations d'Amnesty. Selon un rapport de l'ONG, les Rohingyas qui ont été chassés de leurs terres ne pourront pas les récupérer. Ils en ont été dépossédés. Des images satellites ont montré qu'un village réduit en cendres lors des violences de 2017 abrite désormais des bâtiments militaires et un héliport. Dans un autre village où l'armée birmane avait avoué avoir exécuté 10 Rohingyas, des photos montrent des travaux de construction d'une nouvelle base militaire et exactement là où se trouvait le quartier Rohingya. Amnesty International déclare mettre en doute la véritable volonté des autorités birmanes de mener à bien un programme de retour des réfugiés. Alors avant de nous quitter Antoine, une question. Alors avez-vous la moindre idée du footballeur le plus riche au monde? Non, du tout. Alors rassurez-vous, moi non plus. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas Neymar, ni Beckham, ni Ronaldo ou encore Messi. Il s'appelle Mathieu Flamini. Alors on le présente comme joueur, chimiste et milliardaire. Le Français âgé de 34 ans a investi dans l'acide lévulinique il y a 10 ans. Cette molécule tirée des déchets végétaux est présentée comme un potentiel substitut du pétrole. Aujourd'hui, la start-up que Flamini a créée avec un entrepreneur italien serait valorisée à hauteur de 30 milliards d'euros. Tenez-vous bien, soit près de 19 700 milliards de nos francs. Alors, vous voulez savoir où joue le football?
footballeur le plus riche au monde. Il a signé lors du dernier mercato à Getafe dans la banlieue madrilène. Selon le Parisien.fr, en octobre dernier, Mathieu Flamini s'est fait épingler dans les Paradise Papers. Il serait, selon cette enquête, actionnaire de plusieurs sociétés domiciliées à Malte et aux îles Vierges britanniques. Et beaucoup n'ont pas sans doute trouvé cette réponse. Merci Sornana Tambaye. Pour cette page internationale, attention pour les usagers de l'autoroute à péage. En ce moment, il se déroule un exercice de simulation de gestion d'un accident de transport de matières dangereuses. L'exercice est en cours après le péage de Toglou dans le sens AIBD Dakar. Le respect de la signalisation de rabattement est donc souhaité, disons, exigé. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui sur les risques d'insécurité alimentaire dans certaines zones du Sénégal comme le Nord. RFM Sport. Rebonjour Malal Junior Diagne. Rebonjour Lutte Antoine. avec frappe Lac de Guiers 2, suspendu par le CNG. Lac de Guiers numéro 2, suspendu par le CNG. Antoine, vous l'avez entendu, le bac. Oui, on est dans la bien entendu. Et voilà. Alors, Lac de Guiers numéro 2, suspendu pour 1 an. Interdiction descendant l'enceinte de la lutte pour la durée de sa suspension. Et cela suite donc aux propos tenus par le lutteur de Guédiawaye après sa défaite face à Modulo. Il avait attaqué tous azimuts, tous les responsables de la lutte. Même les communicateurs traditionnels avaient été attaqués par le lutteur de Guédiawaye. Pour Malik Thiandoum, c'est une sanction à laquelle il fallait s'attendre, mais il estime la main trop lourde de la commission règlement et discipline. Malik Thiandoum, journaliste à Sen-TV. Il fallait s'attendre à ce que la commission sévisse parce que la sortie musclée de Lac de Guiers vis-à-vis du CNG n'était pas tolérable. Maintenant, la sanction me semble très lourde parce que Lac de Guiers n'est pas coutumier des faits. C'est un lutteur qui est réputé être très discipliné et c'est la première fois, je crois, qu'il a maille à partir avec la commission de discipline du CNG. Alors la sanction me paraît lourde dans la mesure où Lac de Guiers a perdu 3 fois. Il a perdu le combat, il a perdu plus de 7 millions et aujourd'hui, il est suspendu pour 1 an. Donc je pense que la sanction pouvait être moins lourde. Le CNG veut donner un signal fort parce que ces derniers temps, on assiste à des échanges verbaux qui ne sont pas du tout bons à entendre et le CNG veut freiner justement cette violence verbale qu'on a remarquée au niveau de l'arène. Mais je suis d'avis que la sanction est très lourde. Il fallait peut-être faire 1 an, dont 6 mois avec sursis. Ce serait peut-être un avertissement qui pourrait être proportionnel à la faute commise. Sanction contre Lac de Guiers par le CNG. Le football maintenant. Oui, Aliou Cissé retourne à l'école avant la Coupe du Monde. Oui, le sélectionneur national retourne à l'école. Il suit depuis hier lundi une formation avec la CAF pour obtenir le diplôme CAF Pro. Il est avec 4 autres grands techniciens africains sur le continent. Une opportunité pour lui qui va lui permettre donc de s'améliorer mais également de se renforcer avant la Coupe du Monde. Aliou Cissé avec Sodecham. Oui, effectivement aussi, j'ai été coopté par la CAF pour les diplômes CAF qui est le diplôme le plus élevé du football international, du football tout court. Et ça c'est vraiment une fierté, une reconnaissance. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, on est au nombre de 5. Tu disais 6 mais on est au nombre de 5. Je crois qu'il y a Cheta de l'Égypte, il y a Ibengue, moi et puis l'entraîneur du Maroc et de la Tunisie. Et ça c'est une grande fierté pour moi. Je pense qu'aujourd'hui le respect du football africain passe aussi par avoir une expertise vraiment, une bonne expertise tant sur le plan administratif que sur le plan technique. Et j'en profite aussi pour remercier vraiment le président de la CAF, Ahmad, d'avoir vraiment insigné, vraiment mis en place ces initiatives-là. Voilà, parce que cela nous permet aujourd'hui d'avoir la reconnaissance en tout cas et puis la crédibilité sur le plan mondial. Et de ma part, vraiment, c'est un honneur. Et je crois que c'est aussi
l'aboutissement du travail que nous faisons depuis quelques années. Donc c'est vraiment une fierté pour nous. Coupe du Monde 2026, le Maroc candidat. Le Maroc candidat, le dossier sera officiellement déposé avant le 16 de ce mois. Le Maroc espère donc le soutien des pays africains pour organiser cette Coupe du Monde en 2026. Khadim Baye. Si pour le Maroc, le soutien de la CAF semble déjà acquis, d'autres appuis sont nécessaires pour obtenir le oui de la Fédération sportive internationale du football. Résultat, le président du comité de candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2026 n'a plus une seule seconde de répit. Ces derniers jours, Moulay Hafid Al-Alami multiplie les opérations de charme pour tenter de récolter les 104 voix exigées aux candidats par la FIFA. Le week-end dernier, l'ambassadeur du dossier marocain a conduit une délégation à Amman où il a rencontré le prince Ali Ben El-Hussein, président de la Fédération jordanienne de football. Le soutien du prince est précieux puisqu'il préside aussi la puissante fédération de football d'Asie de l'Ouest, laquelle compte 13 voix potentielles pour le royaume. La même délégation qui s'est rendue quelques jours plus tôt en Amérique latine dans le cadre d'une grosse opération de lobbying lorgne également les 6 voix d'Asie centrale. Il faut dire que la pression est très forte sur Rabat, sur tous les candidats d'ailleurs. La campagne finit dans quelques jours. Le dépôt des dossiers est prévu le 16 mars. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Khadim Baye, que j'adore entendre signer un temps. On termine avec la Champions League européenne, suite des huitièmes de finale cet après-midi. Manchester United reçoit à Old Trafford l'équipe du FC Séville au moment où l'AS Roma en Italie joue contre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour. Papa Sambakan rend hommage à Liliane Kestelou qui a tiré sa révérence. Il y aura 15 jours demain, quitter ce monde une grande dame, une africaine de cœur, dont bien sûr nous ne parlons ici que pour sacrifier à un devoir, payer chichement certes une dette immense, un legs qu'il nous faudra mériter avant d'oser le revendiquer. Celle que le professeur Amadouli, retraité comme elle de la faculté de lettres et sciences humaines, a surnommée la mère porteuse de la littérature africaine d'expression française, Liliane Kestelou, Fongang pour la nommer, est en train de confirmer, malgré certaines vies, la mort les transforme en destin. Si nous lui devons beaucoup, nous ne la connaissons que très peu, et c'est pourquoi est suffisant ce que nous en avons ici, d'ores et déjà dit. Pour le reste, des personnes mieux placées que nous, ses collègues, dont beaucoup se réclament ses disciples d'abord, ont commencé à lui rendre un hommage d'une profondeur que nous ne pourrions égaler, et on peut gager que cela va continuer longtemps encore. Le Soleil d'hier, lundi 12 mars, en reproduisant des échanges entre un groupe d'universitaires, enseignants et chercheurs des 4 coins du monde, lève un coin du voile sur le fabuleux destin de cette femme exceptionnelle que sa mort va progressivement exposer aux yeux du monde. Un florilège de témoignages de grandes qualités intellectuelles et de profondeur émotionnelle. Avec le décès de Madame Kestelou, dit Pape Samba Diop, Université de Créteil, c'est le pilier central de la maison Études africaines qui s'effondre. Quelle tristesse! Je suis l'un des plus vieux disciples d'Extrême-Orient de la défunte, renchérit Kunio Tsunekawa, professeur émérite à l'université Hitotsubashi du Japon, puisque j'ai découvert, au milieu des années 60 à Paris, son livre monumental « Les écrivains noirs de langue française, naissance d'une littérature ». Nous perdons une grande dame, une amie, chérissons son souvenir et rappelons-nous son énergie sauvage en même temps que sa générosité. Professeur Anne Douer Bani, doyenne de la Faculté des Lettres, Université catholique de Paris. Si Liliane est la pionnière qui a joué un rôle primordial dans la découverte et la diffusion de la littérature d'expression française hors de l'Hexagone, la grande spécialiste des épopées africaines universellement connue a été, pour une bonne majorité de notre génération, l'un de nos grands maîtres. Professeur Clément Baum, Brooklyn College and Graduate Center. L'entreprise de fondation de la littérature négro-africaine, celle des pionniers de la négritude, n'aurait pas connu l'éclat qui est le sien sans le concours permanent, viscéral, fraternel de Liliane Kestelou. Abdourahmane Waberi, Université George Washington. Tous ces hommages rejoignent et se confondent avec ce dernier de Daniel Maximin que nous choisissons de reprendre dans sa totalité.
Liliane Kestelou transmettait si passionnément et comme depuis toujours ses éclairages sur les cultures et les littératures dites noires, nègres, d'expression française pré- ou post-coloniale, africaine, antillaise, francophone, et avec tant de flamme qu'on pouvait la croire immortelle. Une Eurydice remontée bien vive des enfers coloniaux et des paradis ratés, protégée par tous ces bienveillants orphées noirs, accueillant à ses analyses sans monnayage de pour ou contre. Fille tigresse, couleur négritude, s'érigeant en compagne d'origine de leur renaissance, se posant en héritière sourcilleuse de leur postérité qu'elle a inlassablement accompagnée de sa prime jeunesse jusqu'à ses tout derniers instants. Que son départ soit pour nous tous l'occasion de réchauffer ses braises en fidélité vive aux morts qui ne sont pas morts, comme tous ces poètes aimés, ces étoiles mortes ou vives dont les lumières éclairent l'avenir au-delà de leur seule vie, dans la précieuse vitalité de leurs œuvres dont elle a, avec tant d'amour, contribué à la pérennité du rayonnement. Fin de citation. Ce dont je peux témoigner à partir de cet hommage de Maximin, que Liliane aurait aimé pour son lyrisme enlevé, c'est que cette dame, jusqu'à son dernier souffle et pour un service qui n'ajoutera pas le poids d'un grain de sable à son immense œuvre intellectuelle, a donné un dernier coup de sa griffe précieuse au coin d'une œuvre littéraire africaine d'un apprenti poète, un parfait débutant, votre serviteur. Mais ça, c'est une autre histoire que d'autres raconteront ou ne raconteront pas. Une belle histoire, cependant. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges Detchediop. Inquiétant. L'insécurité alimentaire tape aux portes de 4 départements du Nord. Selon Vox Populi, 245 000 personnes risquent d'être en situation difficile à Matam, Kanel, Podor et Ranérou. Elles sont menacées par la faim et ce sont 30 000 familles qui sont exposées, si l'on se fie au secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire qui a sonné l'alerte lors d'un atelier d'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire. Jean-Pierre Senghor a fait savoir que la période de soudure va s'installer plus tôt que prévu cette année du fait qu'au Nord, il n'a pas assez plu. Mais Vox Populi souligne qu'il a tenu à rassurer qu'il n'y a pas péril dans la demeure puisqu'on sait comment prendre les choses en main. Les populations du Nord menacées par la faim, à la cité Bissap, ce sont des centaines de personnes qui sont menacées d'expropriation. Source A rapporte que tout est parti d'un contentieux entre elles et les héritiers de feu El Hadj Mamadou Dioum, lesquels citent comme référence l'ordonnance d'expulsion datant du 27 juillet 1987. Source A informe que c'est sur la base de cet arrêt qu'il est demandé aux occupants des parcelles concernées de vider les lieux dans les 48 heures. Toutefois, mon confrère fait savoir que les victimes n'entendent pas se laisser abattre par cette menace. Elles brandissent en l'air une plainte. Les complaintes des usagers de la route, les embouteillages et autres bouchons à Dakar que enquête du fait de cette situation appelle Capital Immobile, un dossier sur la question dans la livraison du jour de enquête. Le journal fait état de 300 heures perdues chaque année dans les embouteillages. En politique, l'Observateur évoque le processus électoral et la prochaine présidentielle et c'est pour nous apprendre par un titre quelque peu provocateur que le chef de l'État a élargi la carte électorale. Macky crée 2 nouveaux bureaux de vote. Plus clairement, ce sont désormais 47 pays étrangers au lieu de 41 qui abritent des bureaux de vote à l'étranger. L'Obs se fonde sur un décret signé le 1er février dernier et qui fixe les pays abritant des représentations diplomatiques ou consulaires pour la révision exceptionnelle en vue du scrutin présidentiel de 2019. Toujours dans l'Observateur, l'ancien président Abdoulaye Wade qualifie le rapport des experts de l'Union européenne de tromperie et d'escroquerie. Il s'agit bien sûr du rapport qui a sanctionné l'audit du fichier électoral. L'Observateur publie in extenso à sa page 3 le jugement de Abdoulaye Wade qui donne une note très sévère aux experts de l'UE. 0. De quoi faire dire au journal Le Quotidien que Prof Wade colle 0 à l'UE. Le Quotidien met en exergue un passage du texte de l'ancien président Abdoulaye Wade qui affirme que c'est une véritable escroquerie. Et dire qu'au moment où il s'intéresse au processus électoral et flétrit le rapport sur l'audit du fichier électoral, un vent de rébellion souffle au sein de son parti, le PDS. C'est le journal Les Échos qui en parle. Selon mon confrère, cela fait suite à la mise en place d'une commission de vente des cartes de 95 membres par Wade. Une décision qui a installé le malaise dans le parti parce que ne trouvant pas l'assentiment de certains libéraux dits de souche. Ils contestent le nombre de membres
et leur profil. Les Échos indiquent que ce qui les frustre le plus, c'est que l'heure n'est plus à la vente des cartes, mais plutôt à la mise en place d'un programme politique à l'identification et à la vente du candidat du parti à la présidentielle. Dans l'As, Pape Dieng parle de politique et s'en prend à Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall, Bamba Dièye et Idrissa Seck qui, à son avis, se contentent de critiquer et ne présentent pas de projet alternatif au PSE. Dans l'entretien accordé au journal l'As, le directeur général de Sonacos SA se prononce sur la campagne de commercialisation arachidière et promet l'achat de toutes les graines des paysans et des opérateurs. Et pourtant, Direct Info parle d'échec total et se pose la question de savoir s'il faut brûler la Sonacos qui doit 11 milliards de francs CFA de dette aux opérateurs. Entre autres faits notés par Direct Info, la mort de la traite arachidière, les paysans qui pleurent leur paradis perdu. Et face à cette situation, un expert confie au journal que l'État doit réformer sa politique agricole. À la une de Le Soleil, première historique ce matin à Banjul. Le quotidien gouvernemental parle ainsi de la visite du président Sall au pays de Barrow et du conseil présidentiel sénégalo-gambien ce jour à Banjul. La rencontre, selon Le Soleil, va porter sur tous les domaines de coopération entre les deux pays. Et pour terminer, ces révélations sur l'explosion d'un dépôt clandestin à Boro, c'est dans Libération. Le chauffeur voulait souder une citerne bourrée d'essence. Résultat, 6 morts, dont le soudeur métallique qui a déclenché l'explosion. Le chauffeur arrêté. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des risques d'insécurité alimentaire dans certaines zones du Sénégal comme le Nord. Pour en parler, nous avons Madame Antassar Diako. Bonjour, Madame. Oui, bonjour Antoine. Délégué général à la solidarité nationale et à la protection sociale. Amakodou Diouf est également en ligne. Bonjour Amakodou. Bonjour Antoine. Vous êtes le président du CONGAD. Alors, Madame Antassar Diako, comment vous jugez la situation sur le terrain? Je pose la question parce que votre structure a apporté récemment un soutien à des centaines de ménages dans le nord du Sénégal. Mais merci Antoine. Permettez-moi d'abord de saluer M. Amakodou Diouf, qui est un aussi des membres du Conseil d'orientation de la délégation générale à la protection sociale à la solidarité nationale. Oui. Antoine, je suis ravie aujourd'hui de participer à ce journal pour vous dire que la situation n'est pas critique, comme vous le savez. La délégation générale à la protection sociale vient tout récemment, au mois de février, de parcourir cette zone nord. Podor, Matam, Kanel et Ranérou. Et qu'est-ce que vous avez vu? Mais c'est pas alarmant, c'est pas la faim. Il n'existe pas de faim au Sénégal. Donc nous avons effectivement vu qu'il y avait des poches des zones et qui étaient confrontées à des problèmes de déficit pluviométrique. Comme cela se passe dans chaque année. La pluie n'étant pas très forte cette année, l'année dernière. Oui. Donc il y a des poches où il y a des gens qui rencontrent quelques difficultés. C'est la raison pour laquelle même aujourd'hui on est là, au Niambour. Oui. C'est pour parler de la stratégie nationale de protection sociale qui regroupe tous les acteurs. Il y a la société civile, il y a tous les sectoriels, tous les ministères de l'agriculture qui sont représentés. Oui. C'est pour parler de cette stratégie. Cette stratégie qui permet de renforcer la résilience de la communauté aux chocs, aux catastrophes. Oui, puisque vous connaissez la situation sur le terrain, est-ce que vous pouvez nous donner une idée estimative des besoins des populations? Tout à fait. Là, tout récemment, nous étions partis à Podor, où nous avons recensé 10 565 ménages, que nous avons soutenus aussi, en leur donnant des cash transferts. Cash transferts puisqu'on avait l'habitude de leur fournir, de leur distribuer du riz. Et nous nous sommes dit, il faut changer de stratégie, qui est de leur donner de l'argent, qui leur permettra de pouvoir diversifier leur achat. Et de faire face à ces difficultés alimentaires. Très bien. Nous nous sommes rendus aussi au département de Matam, où nous avions compté 8 652 ménages que nous avons soutenus de la même sorte. Dans le département de Kanel, 9 375 ménages que nous avons soutenus aussi. Dans le Ranérou, pareil, 2016 ménages. Ça nous a fait 30 608 ménages
que nous avons appuyé. Oui. Ça, c'était toujours pour leur permettre de pouvoir faire face à ces difficultés alimentaires pour que les cultures prochaines puissent leur permettre de pouvoir s'alimenter correctement. Très bien, nous allons nous en arrêter là avec vous. La poursuite du débat, ce sera donc avec El Hadj Assane Gueye en wolof. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec Amakodou Diouf. Amakodou, comment jugez-vous cette situation de menace d'insécurité alimentaire dans le nord du pays? Merci beaucoup Antoine. Je profite de l'occasion pour saluer Dr Antassar Diakou, ministre qui a en charge effectivement la délégation générale à la présidentielle et à la solidarité nationale, où effectivement je suis ici en tant que membre du comité du conseil d'orientation. Oui. La situation, Antoine, c'est une situation extrêmement délicate. Difficile, oui. Oui, Anta a raison compte tenu du fait qu'elle gère en aval une situation qui est provoquée par déjà la situation que nous devons décrire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une alerte a été lancée à la fin du mois de juillet, début août, compte tenu de la situation pluviométrique qui prévalait. Et on avait effectivement indiqué qu'il pourrait y avoir effectivement un déficit alimentaire accru au niveau de cette zone. C'est-à-dire que je ne parle pas de Podor, mais je prends à partir de Matam, Ranérou, Goudiri et autres, compte tenu effectivement de la situation pluviométrique assez déficitaire qu'il y avait. Et là maintenant, je crois que il y a eu des tentatives qui ont été faites pour engranger le maximum d'informations, pour lancer l'alerte davantage et prendre en compte les préoccupations des gens. Et c'est dans ce sens-là, en rapport avec OCHA, l'organisme des Nations Unies au niveau de la sous-région qui avait en charge les questions humanitaires, et avec d'autres organisations non gouvernementales, on s'était réunis pour évaluer la situation, mais aussi en rapport avec les autorités compétentes des localités indiquées, essayer de voir comment est-ce qu'on devrait organiser pour pouvoir parer à une situation qui pourrait être délétère. Oui, solution, disons, conjoncturelle, mais est-ce qu'il y a des solutions structurelles pour que cela ne se reproduise plus? Absolument, absolument. D'abord, le premier élément qu'il faut prendre en compte, c'est de repenser la politique agricole nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que le Sénégal va continuer au niveau de ces zones-là où il y a des possibilités d'adduction d'eau, de drainage d'eau, à se limiter effectivement à une série de dépendances pluviométriques? Je crois qu'il faudrait que cette situation soit revue d'une autre manière. Le deuxième élément, c'est le dispositif d'alerte. Je crois qu'il doit être pris en compte d'une manière très sérieuse. Il y a des structures traditionnelles qui étaient là et qui étaient mobilisées dans le cadre de la riposte humanitaire. Je crois qu'il faut reconsidérer ces organisations, les laisser le soin de pouvoir, en rapport avec les autorités locales, déclencher l'alerte, mais aussi d'apporter immédiatement la réponse quand un problème comme ça se pose. L'État ne peut pas être partout, l'État ne peut pas avoir la main partout. Donc il y a quand même des interventions classiques qui étaient dévolues à des organisations humanitaires qui sont là et qui adviendraient effectivement de le laisser poursuivre ce travail au niveau de cette zone et de ne pas le freiner. Très bien. Le troisième élément, c'est donner l'information crédible par rapport à une situation de ce genre-là. Je crois que on a entendu la sortie la dernière fois de la cellule, non, c'est pas la cellule, mais je crois que c'était la SECNA, qui avait en charge les questions de sécurité alimentaire à la suite d'une mission qui sont effectuées dans la zone, donner une caricature de la situation qui n'était pas forcément celle-là. Donc là aussi, je crois que l'autorité doit disposer de l'information crédible afin de traiter d'une manière diligente des questions de ce genre-là. Maintenant, ce que dit Anta, c'est que ça vient après. C'est-à-dire qu'Anta, en aval, règle la question en termes de protection sociale. Donc d'une manière structurelle, effectivement, quand il y aura la difficulté, c'est là où elle intervient. Elle intervient, pour résoudre certaines situations. Donc là, elle a raison d'avoir son point de vue par rapport à cette démarche-là qui consisterait à récupérer les éléments issus d'une difficulté qui est déjà établie. Merci, Amakodou Diouf, président du CONGAD. C'est fini pour Point de vue, le rappel de quelques titres. Risque d'insécurité réelle, d'insécurité alimentaire au Sénégal, surtout dans le nord du pays. La région de Matam attend des secours avant que le pire n'arrive. Bonne nouvelle, le Sénégal tend vers une croissance de 7,2%. Et selon le directeur de la prévision et des études économiques, notre économie se porte bien. Moustapha Cissé Lo et ses déclarations qui ont fait l'objet de condamnation par l'UMS. Le député à Péris dit n'avoir jamais tenu des propos désobligeants à l'égard des magistrats
En outre, il annonce une plainte contre l'auteur de l'article qui est à l'origine de la sortie de l'Union des magistrats sénégalais. L'auteur, le directeur de publication du journal Source A, dit maintenir tout ce qui a été écrit à ce propos. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop, réalisation Daouda Diouf et El Hadj Ndiogoudjen. 13h, El Hadj Hassan Gueye. Tout de suite, Dialgat Hibar. Bon après-midi à toutes et à tous. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar.